Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle émission de 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. C'est l'émission sport qui parle de toute l'actualité sportive de notre territoire. Et pour cette nouvelle émission, j'aurai le plaisir effectivement de co-animer avec mon ami Driss qui va nous rejoindre incessamment sous peu sur le plateau, qui est un chemin vers le studio et qui a quelques soucis sur la route. Voilà, donc qui devrait pas tarder. Mais en tout cas, un chouette programme en perspective. Voilà, avec une première partie cyclo. On va surtout parler vélo, on va parler sport, on va parler évidemment d'une très belle course. Voilà, qui est anecdotique, qui est même internationale, je dirais d'ailleurs, on peut le dire, sur notre territoire local, non loin d'ici. On y reviendra. Et puis forcément une deuxième partie où nous parlerons de balle avec la Team Chambé, la célèbre Team Chambé, avec un début de saison fulgurant, voilà, prometteur. Donc voilà, encore un nouveau beau programme qui promet pour cette nouvelle émission. Et enfin, nous terminerons avec les chroniques de Driss, qui va nous partager les dernières actualités sportives et les résultats de nos clubs savoyards. Désormais, nous allons commencer cette première partie d'émission avec le tour du Val-Remet. Organisation, Limbuget Val-Remet Tour, et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir en personne, ici sur le plateau, Isabelle Gaucher, qui est donc responsable communication. Bonsoir ma chère Isabelle, comment vas-tu ? Bonsoir Thomas, très bien, merci. En tout cas, je suis ravi que tu sois avec nous ici sur le plateau, et tu es également accompagné de Jean-Marc Vivier, qui est donc le président de l'épreuve. Bonsoir mon cher Jean-Marc, comment vas-tu ? Bonsoir, merci, tout va bien. Merci à vous deux, une nouvelle fois, merci infiniment d'être présents ici à nos côtés, sur le plateau de Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, pour échanger sur une très belle épreuve que vous connaissez bien mieux que moi, que vous maîtrisez, que vous êtes à la manœuvre depuis de nombreuses années. Alors le TVO, c'est désormais une course connue, reconnue. Racontez-nous comment l'histoire a commencé, il y a maintenant 37 ans ? Oui, 37 ans. Alors, c'est un monsieur qui s'appelle Bernard Gambade qui a créé cette épreuve. Faut savoir que son fils était coureur cycliste. Il est allé sur une course un jour avec des soquettes bleu, blanc, rouge. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Donc les commissaires l'ont verbalisé, puisque c'est la règle. Et puis comme c'est quelqu'un qui a un peu de caractère, le ton a un petit peu monté. Et le commissaire lui a dit, écoute, si tu veux t'occuper du vélo, t'as qu'à faire une course de vélo, puis après tu pourras parler. Et comme c'est quelqu'un qui aime bien les challenges, voilà comment est né le Val-Remet. Ah, c'est génial. c'est très anecdotique, c'est énorme. Et donc c'était il y a 37 ans. D'abord une course forcément locale, de petite taille, avec des ambitions. C'est une course qui a démarré parce qu'il était lui sur la région lyonnaise à l'époque et sa famille habitait Virieu-le-Petit. Il a commencé à faire une épreuve avec le Vélo Club Griffon, parce que pour organiser une course de vélo, il faut s'adosser à un club. Bien sûr. Et puis ça partait de Lyon et ça venait jusque dans le Val-Remet. Et puis en 95, il a décidé de changer de catégorie et de devenir junior, donc sous l'égide de la FFC. Et puis, ça a grandi au fil du temps. L'épreuve a été reconnue. En tant qu'FFC, nous avons le droit à 3 équipes étrangères. Et allez savoir pourquoi, les Belges aiment beaucoup notre épreuve. Donc, une première fois, il a demandé une dérogation pour avoir une 4e équipe. Et puis, une deuxième fois, une 5e équipe. Puis après, il s'est dit, allez, on ne demande rien. Un petit peu borderline. Donc, rattrapé par la FFC en disant, votre course est belle. Si vous voulez avoir plus d'équipes d'étrangères, il faut passer UCI, Union Cycliste Internationale. Et c'est comme ça qu'en 2007, on a pris la décision de passer l'épreuve en UCI. Génial. Donc une évolution finalement, à rythme de croisière, mais finalement toujours avec des ambitions. De grossir, tout doucement mais sûrement. Oui, mais maîtriser, c'est-à-dire que effectivement. Voilà, on n'a pas voulu brûler les étapes autour de ces années. Par exemple, cette année, nous avons créé 2 épreuves pour les filles. Il y a déjà 4 ou 5 ans, c'était dans notre esprit, dans notre tête, parce que le sport féminin, entre autres dans le vélo, commence à émerger. Et on avait toujours eu le mot de dire on ne créera ces épreuves que lorsqu'on aura bien maîtrisé notre épreuve garçon. Oui, tout à fait. Effectivement, on y reviendra juste après, mais effectivement, cette année, il y a eu des belles nouveautés
Peut-être qu'également Isabelle pourra nous en dire un petit peu plus là-dessus. Mais finalement, avant tout cela, il y a aussi de nombreuses pépites, de jeunes pépites, au fil du temps, au fil des années, qui sont passées entre vos mains, je dirais, en tout cas, dans cette sur cette belle course, dans ce beau territoire. Dites-nous un petit peu, ces grands noms, c'était des genoux, mais qui sont désormais des grands noms. Effectivement, comme tu le dis, Thomas, on a calculé tout à l'heure avec Jean-Marc, depuis la naissance du TVO en 1988, on a à peu près, il y a à peu près 4820 coureurs qui ont fait, qui sont venus sur le TVO, qui ont fait le TVO. Et c'est une épreuve qui marque pour ces jeunes coureurs. Donc, ils parlent toujours du Val Romay comme une épreuve mythique qui est là pour les former aussi, pour leur permettre de découvrir une course par étapes. Et pour poursuivre après dans la voie professionnelle. C'est vraiment une épreuve formatrice. Donc 4800 coureurs, et parmi eux des grands noms. On peut citer Paul Sexas, l'année dernière, qui est le parrain de la saison, enfin de l'édition 2025, qui était second l'année dernière sur notre épreuve, et en 2023 également. Et c'est un futur grand du cyclisme français. On parle de lui comme le futur Bernard Hinault. On en a eu bien d'autres. On a eu Van Der Poel, qui a gagné en 2013 et qui est resté 4 jours, c'est ça, Jean-Marc, à la tête de l'épreuve, qui a gagné donc le TVO en 2013. On a Maxime Bouet, on a Paul Magnier, Romain Grégoire, dont on a pas mal entendu parler aussi. Et tant d'autres qui ont marqué le TVO et qui après ont fait leur preuve au niveau international. Alors, juste pour te dire aussi, le TVO l'année dernière, c'était 25 nationalités présentes. Ouais, c'est énorme. Donc voilà, c'est autant la Belgique que le Brésil, les États-Unis, voilà. Les équipes viennent de partout. On refuse les équipes. On refuse à peu près la moitié du nombre d'équipes. Oui. On en avait 29 l'année dernière au niveau de l'Imbugé Val Romay Tour et 27 au niveau des filles. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment un engouement. C'est pour les coureurs une course mythique. C'est une étape, un passage obligé. Quoi. Exactement. Ah ouais. Et finalement, je te coupe Isabelle, mais raconte-nous pendant qu'on est dessus sur le sujet. Finalement, quels sont les prérequis pour candidater sur votre course? C'est peut-être Jean-Marc qui va pouvoir répondre à cela. Candidater, c'est premièrement, il faut être un club. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire éclore des jeunes? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quels sont les coureurs qui souhaitent ou qui pensent aligner sur notre épreuve. Alors, sachant qu'on fait la sélection au mois de janvier, que les courses juniors n'ont pas encore démarré, donc c'est pour nous un crève-cœur des fois de prendre des décisions. Et puis également, on tient compte de qu'est-ce que l'équipe, si elle était là l'année d'avant, comment elle s'est comportée dans le classement par équipe. Est-ce qu'elles ont défendu un maillot? Donc voilà. Cette année, 2025, nous avions 58 équipes qui ont postulé pour 29 places. Voilà. Donc il y a des arbitrages. Ça fait partie de la règle du jeu. C'est pas toujours facile, mais le comité de sélection fait ça en toute indépendance et je pense que c'est bien. Très bien, très bien. Isabelle, je t'ai coupé, je te laisse continuer effectivement sur le sujet. Effectivement, on en était que le TVO est un vrai révélateur de talent. Dis-nous en plus effectivement sur ces jeunes pépites, sur ces grands noms qui sont passés et qui ont continué qui portent haut et fort en tout cas les valeurs du cyclisme et qui sont passés chez vous du coup. Alors, c'est une course difficile. Ouais. Effectivement, c'est une course extrêmement exigeante de par les parcours que l'on concocte. Oui, là aussi, il y aura un sujet juste après. 5 jours avec des dénivelés impressionnants. Oui, effectivement, c'est la course. Pour nous, et elle est reconnue comme cela au niveau international, c'est la course junior par étape la plus prestigieuse à l'international. Ouais, c'est rien que ça. Rien que ça. Ça, c'est énorme. On a du mal à le dire. Jean-Marc a du mal, effectivement, à le dire, mais les équipes nous reconnaissent comme la plus prestigieuse des courses par étape junior
au niveau international. Donc, il faut s'en féliciter. Tout à fait. Il n'y a pas que les coureurs, il y a aussi tous les directeurs sportifs, tous les clubs qui eux aussi, et puis même, je dirais, les commissaires UCI, puisque le sport est géré, la partie sportive, par des commissaires UCI. Ils sont toujours volontaires pour venir sur notre épreuve, parce qu'ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Je pense que c'est important aussi, c'est que le TVO, on parlait d'ADN, à un moment, c'est une grande famille. Et moi, je le dis, j'ai des origines normandes, je vais souvent faire des cousinades tous les 2 ans en Normandie. Le TVO, c'est une cousinade tous les ans. On a le plaisir de se retrouver. Alors, les coureurs changent, puisqu'ils sont juniors que 17 ans et 18 ans. Par contre, les directeurs sportifs sont là de longue date. J'irai les commissaires, nos bénévoles. Bien sûr, il y en a qui partent, mais il y en a qui viennent. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une cousinade. C'est une grande famille, le TVO. Je vais rebondir là-dessus. Effectivement, c'est une grande famille, comme tu le dis. Il y a une équipe de bénévoles qui est absolument formidable. On le dit à chaque fois, sans nos bénévoles, nous ne serions rien. Ouais. Sans nos partenaires, bien évidemment, également. Aussi. Mais il y a effectivement ce bonheur de se retrouver chaque année et cette fierté de pouvoir réaliser un événement sportif reconnu. Ouais. Fierté, un sentiment d'appartenance qui est très fort, et on a l'impression effectivement d'appartenir à une grande famille. On pourrait rajouter une chose, c'est que la team TVO, c'est environ 20 personnes. On s'est réunis l'année dernière et puis on a fait un tour de table. Pourquoi tu es là et autres. Et on s'est rendu compte sur les 20, il y en a 5 qui ont un rapport direct avec le vélo et 15 autres, au pire, le vélo, ils savent pas. Par contre, ils ont une fierté d'être là, d'être présents, de s'investir parce que, l'esprit de famille, il est là et de réaliser un très bel événement. Non, mais c'est vrai que c'est énorme, effectivement, et une fois de plus, comme dans pas mal d'événements, mais encore plus le vôtre avec une taille internationale, effectivement, le volet bénévole est d'autant plus impressionnant, important, et effectivement, le fait d'avoir cette vraie cohésion, eh bien, ça change tout, quoi. Alors, on a 150 bénévoles durant les 5 jours de la course. Donc, à plusieurs postes, du coup, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus. Alors, à de nombreux postes. On a alors, on va pas tous les citer, mais il y a la caravane publicitaire, il y a la fameuse, il y a le village départ, il y a le village arrivée, il y a la communication, évidemment. Que tu connais bien. Que je connais bien. Et puis, le protocole, etc. On a tous une fonction clé. Bien sûr. Dans cet événement. On va rajouter les signaleurs, on va rajouter les gens qui s'occupent du fléchage, tous des éléments très importants pour la sécurité de nos coureurs, les motards. Donc c'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, quand on le vit de l'intérieur, on prend conscience de toutes les sommes de petites choses qui s'ajoutent pour que en fait des jeunes puissent faire leur sport et dans des bonnes conditions. Et dans des bonnes conditions, tout à fait. 550 signaleurs. 550 signaleurs, 60 motards. Voilà, c'est énorme. Pour que la sécurité, c'est vraiment un point crucial. Point clé. Ouais. On rappelle qu'on est sur route ouverte, même si nous avons un arrêté avec un usage exclusif temporaire. Et je vais le répéter parce que c'est quand même important pour que les gens comprennent bien. C'est qu'au passage de la voiture ouvreuse avec des gyrophares rouges ou des drapeaux rouges, l'article R414-3 du code de la route, qu'on connaît tous forcément, on a une obligation de s'arrêter et on ne peut repartir que lorsque la voiture balai, c'est-à-dire gyrophare vert et drapeau vert passe, à ce moment-là, on peut repartir. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué et je comprends que ça puisse embêter les gens d'arrêter, de regarder passer des vélos. Ils ont certainement plein de choses intéressantes à faire. Mais voilà, c'est une disposition et où on veille et c'est très... Il faut vraiment y mettre beaucoup de cœur pour pouvoir faire respecter. Oui, j'imagine que c'est pas forcément toujours simple à arriver à faire coordonner tout le monde. Et d'autant plus avec un énorme sujet d'impact sécurité, encore plus, quoi. En tout cas, c'est énorme. Effectivement, on se rend compte que ça prend de plus en plus d'ampleur, du fait, effectivement, que vous avez de plus en plus de demandes. Je pense que la com y est aussi pour beaucoup. Il y a la réputation, on va y revenir. Il y a aussi l'histoire, il y a aussi le parcours, on va y revenir également. Mais je pense effectivement qu'il y a aussi le volet com qui, on le voit de plus en plus sur les grands événements. Je pense à l'UTMB, pour ne pas le citer, dans le trail, et tant d'autres, Ironman, etc., dans le triathlon, etc., etc.
Eh bien, finalement, on se rend compte qu'à l'heure actuelle, il y a les parcours, il y a effectivement ce que proposent les organisateurs le jour J, il y a effectivement ce que les bénévoles font, etc. Mais il y a aussi, eh bien, le gros volet comme le développement qui se fait toute l'année, qui se fait pas que le jour J, pas que à J-1, et qui se fait toute l'année, mais comme finalement tout ce qui est aussi administratif. Et finalement, je pense que cette lourdeur administrative, eh bien, doit vous prendre pas mal de temps, si je ne me trompe pas. C'est un travail d'une année. Personnellement, moi, je travaille déjà depuis le mois d'avril sur l'édition 2026, alors qu'on n'a pas fait l'édition 2025. Donc, pour vous donner, donc c'est un travail de long terme qui est important parce que il y a des points de passage obligés administratifs, mais aussi de parcours, de comment on les crée, de mettre tout en phase et que ce soit aligné, et ça peut pas se faire au dernier moment, ça c'est clair. Bien sûr. D'ailleurs, expliquez-nous comment vous choisissez les parcours avec les fameuses étapes, parce que effectivement on s'aperçoit qu'effectivement c'est pas simple d'arriver à faire un ratio kilomètre dénivelé. Est-ce que vous êtes limité là-dessus? Est-ce que vous avez des prérequis à respecter? Comment vous choisissez tout ça? Alors, c'est assez mystérieux finalement. Première étape, c'est de trouver les villes départ et arrivée. Ça, c'est la première étape. Après, c'est de réfléchir en se disant, tiens, si on partait tel jour de là, arriver là, on pourrait peut-être passer par tel endroit. Donc ça se fait un petit peu en collégial, on se donne des choses. Sachant qu'on a un prérequis, c'est qu'on ait 5 jours de course, on ne peut pas dépasser 500 km. Alors on peut faire un jour 80, le lendemain on peut faire 120. On n'est pas limité, je crois qu'on est limité à 130 km. Mais par contre, il faut que la moyenne sur les 5 jours, ça dépasse pas 100 km par jour. Ça, c'est la première chose. L'année dernière, nous avions 8500 mètres de dénivelé en 5 jours. Ce qui est pas rien. Et 497 km de course. Et donc voilà. Et donc après, on a un point B, il faut le relier. On regarde comment on peut construire l'étape en choisissant, on veut faire un peu de montagne puisqu'on a un territoire de montagne. Et notre course est reconnue pour ça. D'ailleurs, c'est quand même souvent des grimpeurs qui gagnent. Mais aussi, il faut laisser une part belle aux sprinteurs parce que il y a aussi des sprinteurs. Donc voilà, c'est tout un amalgame. Alors c'est vrai que on travaillerait tous les deux sur un parcours, on ferait tel type de parcours, on pourrait travailler 2 autres personnes, on ferait toujours entre les mêmes 2 villes, c'est un autre parcours. Donc ça, c'est... Les scénarios sont autant que possible, quoi. Oui. Donc c'est le côté un petit peu sympa. Et est-ce que, je dis peut-être une bêtise, est-ce que c'est des choix, peut-être, est-ce que vous allez peut-être rouler un petit peu en off et puis vous passez dans des petites communes assez sympas, tiens là ça serait pas mal, parce qu'il y a un peu de l'enjeu, parce qu'il y a un peu des secteurs un peu clés où la course peut peut-être un peu basculer. Est-ce que c'est aussi ça peut-être? Oui, alors par exemple, sur la dernière étape cette année, nous arrivions à Yenne, c'était l'épilogue en Savoie de notre épreuve. On passait par une petite côte. Monsieur le maire, François Moiroux, nous avait suggéré. Il dit, tiens, ce serait bien que vous passiez par là. Donc, c'était la côte de la Rochette, il me semble, je me souvenir du nom. Donc voilà, c'est à 4 km de l'arrivée. Alors, ça n'a pas foncièrement changé la course, mais ça a quand même étiré pas mal les quelques coureurs qui étaient en tête. Et puis, effectivement, c'est toujours des bons moments. Donc, on a des petits passages comme ça qu'on garde, qu'on se dit, tiens, moi, quand je roule, j'essaie de trouver des nouvelles routes. Je me dis, tiens, là, ce serait bien qu'un jour, on passe à tel endroit. Donc, voilà, ça se fait comme ça. Et dans le cadre des communes d'arrivée et de départ, comment, finalement, vous les choisissez? Est-ce que c'est elles-mêmes qui viennent à vous? Ou bien c'est l'inverse. Alors, il y a tous les cas de figure. D'une part, les premières personnes avec nous qui discutons, ce sont les communautés de communes, les Comcom. Alors, suivant les Comcom, il y en a qui disent, écoute, l'année prochaine, tu partiras de là et tu arriveras là. Et puis, on a d'autres Comcom qui nous laissent le choix en disant, débrouillez-vous, faites votre commercial avec les communes pour trouver. Donc, il y a tous les cas de figure. Et puis, on a des gens qui nous appellent en disant, dis donc, on aimerait bien que tu viennes chez nous. Donc voilà, donc c'est un amalgame de tout ça. Oui, bien sûr, j'imagine que c'est assez large. Parlez-nous un petit peu du territoire, forcément,
parce que on voit qu'on est dans le budget, beaucoup je dirais, et puis un petit peu aussi dans l'avant Pays Sauer cette année, enfin pour l'édition 2025. Parlez-nous un petit peu effectivement de cette mise en avant du territoire, et puis aussi de tout ce qui va avec, quoi. Voilà. Alors, on l'a dit, le Val Romay, c'est appelé le Val Romay par les équipes, par les coureurs. Notre épreuve est appelée le Val Romay, est connue sous ce terme. C'est un fabuleux tremplin, effectivement, pour nos futurs champions de demain, pour nos jeunes talents. C'est aussi, on l'a dit, une aventure humaine qui rassemble, mais c'est aussi, et c'est important, une épreuve qui est vue à l'international et qui met en lumière nos territoires. Et pas que le budget. Bien sûr, au sens large. Au sens large. On passe par plusieurs départements, l'Isère, la Savoie, et peut-être au-delà, en 2026. Qui sait. Donc voilà, c'est aussi une opportunité pour les territoires de les mettre en lumière, de les mettre en avant. On a fait un petit sondage à titre d'exemple vis-à-vis à l'attention des équipes qui ont participé cette année. Et 97% des équipes nous ont indiqué qu'ils étaient vraiment très surpris par la qualité des paysages, par l'accueil, par le territoire en général, et qu'ils souhaitaient revenir. Ils souhaitaient revenir à titre touristique, et ils recommanderaient le territoire partout dans le monde. Donc c'est vraiment une mise en avant importante. Et puis cela permet aussi de faire vivre aussi un territoire, parce que toutes ces équipes qui viennent, ils viennent avec leur famille, leurs amis, etc. Donc ça représente, on a calculé à peu près 770 personnes cette année. Ils vont loger sur place, ils vont consommer sur place, etc. Et il y a, par exemple, cette année, il y a eu 2690 nuitées. Ce qui est quand même donc pas mal. C'est l'économie du territoire aussi qui profite de cette fabuleuse aventure humaine. Voilà, en parallèle de cet événement, effectivement, ça permet, comme tu disais, une certaine visibilité, mais pas que. C'est aussi rayonner, dynamiser, et puis faire vivre nos petites boulangeries, nos commerces, nos hôtels, nos restaurants, etc. Bien sûr. Ça fait partie de notre ADN aussi de promouvoir aussi le territoire et de le faire rayonner bien au-delà des frontières. Tout à fait. D'ailleurs, une arrivée sur le champ de foire à Yenne que moi, à titre personnel, je garde. Tu as vécu et tu sembles avoir apprécié. Oui, vraiment. Et d'ailleurs, je vous remercie encore, Isa et également Jean-Marc, parce que j'y aime, parce que si je peux me permettre, parce que vraiment j'ai beaucoup apprécié, et vraiment c'est à vivre une course de l'intérieur. Tu l'as vécu de l'intérieur. Et moi-même je ne me rendais pas compte que le vélo allait si vite. Non mais c'est vraiment étonnant, et les prises de risques maîtrisées bien entendu, parce que ce sont des jeunes professionnels. Franchement c'est à voir, quoi. C'est à voir, parce que c'est quand même grande chose. Pour des petites statistiques, il faut savoir que les 2 premiers jours d'épreuve, ils ont fait plus de 46 de moyenne la première heure de course, qui n'était pas plate vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment de plat. Donc c'est pour vous donner un peu à l'allure où ça roule. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que 174 coureurs au départ, 151 qui sont à l'arrivée au bout de 5 jours. C'est-à-dire qu'on a perdu un peu plus de 20 coureurs. Ce qui est vraiment minime. Ça veut dire que ils viennent, ils ont un niveau qui est très important. Et pour la petite histoire, quasiment un certain nombre de coureurs qui étaient présents avaient déjà signé, alors qu'ils étaient sur notre course, avaient signé pour le futur, pour aller intégrer des équipes ou continentales ou World Tour. On a un Paul Sexas qui, lui, est rentré directement dans la World Tour de chez Decathlon à G2R. Ouais, tout à fait. Et puis cette année, effectivement, il y avait forcément 2 étapes féminines. Dites-nous en plus. Une grande nouveauté. 2 épreuves féminines. 2 épreuves, tout à fait. 2 épreuves féminines qui se sont très très bien déroulées. On a des retours extrêmement positifs. Et c'est notre souhait aussi de promouvoir le cyclisme féminin. Et je pense que c'était une première fois, c'était une réelle réussite. Un peu de jalousie de quelques-uns de nos collègues organisateurs, puisque pour la première fois, on avait 27 équipes de 5 filles, alors que eux, des épreuves qui existent depuis un temps, ils peinent à trouver 20 équipes. Bon, effectivement, notre nom porte, et
on pourra accueillir l'année prochaine 35 équipes de 5 coureurs, 175 coureurs, puisque la limite c'est 176 coureurs en junior. Donc on va passer la barre un petit peu plus haut, essayer d'accueillir encore plus d'équipes filles, puisque peu d'épreuves en UCI. Je crois qu'aujourd'hui en UCI, il y a 9 épreuves pour les filles. Avec nous, les 2 épreuves, ça faisait 11. Et donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on avait beaucoup d'équipes de pays très différents qui sont venus pour assister, pour faire la première édition du Val Romé Tour féminin. 23 nationalités au niveau des filles cette année. Ce qui est une nouvelle fois énorme. Pour finir, eh bien, si on terminait un petit peu sur les grands projets de 2026, enfin, si on peut en dévoiler quelques-uns, ou pas forcément tout dévoiler, bien évidemment, mais dans cette continuité, on voit qu'il y a quand même de belles nouveautés, quasiment chaque année. Est-ce que effectivement, tu l'as dit, Jean-Marc, il y aura effectivement un peu plus de coureurs, enfin même si en tout cas il y a les comment dirais-je, les prérequis en face effectivement des équipes qui postulent. Est-ce que forcément on aura également un nouveau tracé? Oui, il y aura des nouveaux tracés. Alors tous les ans, le but est d'améliorer plein de petites choses, parce qu'on se rend compte au fil du temps que les exigences réglementaires évoluent. On doit s'adapter. Ce qu'on souhaite, c'est pérenniser effectivement notre épreuve garçon qui va faire sa 38e édition. Et puis, je pense renouveler les 2 épreuves filles. Il faut laisser du temps. On fait 2 épreuves d'un jour parce que une épreuve par étape, si vous abandonnez un jour, vous repartez pas le lendemain. Donc, on est plutôt sur le format de 2 épreuves individuelles. Et quand on voit d'où se déplacent les équipes, séparées d'un jour parce que je crois que c'est important ils peuvent pas venir pour faire une journée de course. Tout à fait. Donc, tout à fait. Donc, encore forcément une édition 2026 qui promet. Je crois comprendre qu'il y a beaucoup de belles choses qui restent en off, mais en tout cas, nul doute que ça promet parce qu'effectivement, il y a une super belle équipe. Une fois de plus, je pense qu'on peut saluer énormément le travail des bénévoles, des personnes actives dans l'association et autres, pour permettre effectivement, que cette course, elle prenne une telle ampleur, maîtrisée, bien évidemment, maîtrisée et avec bienveillance toujours, avec les valeurs du sport avant tout et du territoire, avec évidemment la promotion du territoire, c'est aussi ça, effectivement, avec cette belle et grande famille du TVO. Un petit mot pour la fin ? Écoutez, oui, je pense que pour l'année prochaine, on risque d'avoir des parcours assez sympas, nouveaux, toujours dans notre secteur. Je pense qu'on s'élargira peut-être un peu sur des départements limitrophes, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que le Rhône est notre fil conducteur. Donc on aime bien jouer de part et d'autre du Rhône, et la CNR est également un de nos contributeurs, partenaires. Donc on a à cœur avec eux d'aller sur les territoires qui jouxtent le Rhône ou d'un côté ou de l'autre. Isa, un petit mot pour terminer ? Simplement dire qu'on est très fiers, donc effectivement, de faire partie de cette grande aventure collective qui dure depuis 37 ans et on est certain qu'elle va durer encore très 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 longtemps. Voilà. Et en tout cas, on vous le souhaite, vraiment vous le souhaite et chapeau pour ce que vous faites une nouvelle fois. Continuez, on va suivre effectivement et évidemment, je dirais, l'édition 2026 et nous, en tout cas, on va terminer cette première partie d'émission avec une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Et de retour dans l'émission 9-2-1 partez après une première partie axée vélo avec une course emblématique, le TVO, une course internationale, même junior, les U19. Nous poursuivons l'émission avec plutôt du handball cette fois-ci, avec la fameuse et célèbre Team Chambé. Et pour cela, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Baptiste Malfondet, qui est donc le directeur sportif. Salut Baptiste, comment vas-tu ? Salut Thomas, ça va bien ? Et toi ? Très bien. Merci beaucoup d'être présent ici sur notre plateau. Et tu es donc accompagné du coach principal qui est donc Assier Tonio. Bienvenue. Comment vas-tu Assier ? Très bien. Merci. Merci à vous deux vraiment d'être présents ici. Merci infiniment d'être présents ici sur notre plateau de Radio Grand Lac. Messieurs, en tout cas une nouvelle saison. Voilà, désormais la Team Chambé pour cette
Nouvelle saison, eh bien c'est parti. Ce nouvel exercice s'est démarré et c'est plutôt très bien lancé. Dites-nous en plus. Vas-y, Assir, commence. Non, ça vient commencer. C'est vrai, plus avec les équipes qu'on est en train d'affronter dans les débuts du championnat, bon, quand on a vu les calendriers en juillet, on savait que c'était compliqué. Les débuts dans les phares, je pense qu'il aide aussi pour lancer la saison. Et on a fait un très très bon match. Et après, surtout qu'on a pu confirmer à Dunkerque. Et à la fin, surtout la semaine dernière, on a eu un peu plus de mal, et bien sûr, parce qu'on allait à Montpellier avec une équipe qui normalement il est appelé pour lutter les titres jusqu'à la fin. Je pense qu'on a pu continuer sur le même esprit de travail, sur les mêmes engagements, sur les mêmes travail défensif. Donc, on a fini les matchs avec des très bonnes sensations, bien sûr, qui est un peu, bon, bien sûr, dégoûté pour la défaite. Et oui, forcément. Mais forcément, qui dit nouvelle saison, dit nouvelle recrue. Assir, c'est aussi ta deuxième saison, désormais avec la team Chambé. Et donc, forcément, il y a la dynamique qui s'installe. Il y a aussi, je dirais, ton plan de jeu, tes stratégies, je pense, qui commencent aussi à prendre forme, je pense. Et tout ça fait que, eh bien, ça peut que être bénéfique. Oui, c'est la deuxième saison. La saison dernière, vraiment, c'était une saison spéciale pour toutes les situations extra-sportives et situations sportives qu'on a vécues. Pour moi, individuellement aussi, c'était mon première année ici à Chambéry, dans un club de ce niveau. J'avais joué à ce niveau, mais je n'avais pas entraîné. Et donc, dans pas beaucoup de temps, on a pris beaucoup d'expérience par rapport les problèmes qu'on a dû régler entre tous. Donc oui, deuxième année, beaucoup plus stable au niveau des effectifs. Donc depuis, je pense, janvier dernier, déjà on a pu commencer à travailler avec un rythme un peu plutôt normal la semaine. Et on pense que c'est en continuité, même si c'est un nouveau projet, parce qu'il y a pas mal de recul, c'est en continuité sur les projets des jeux, comme tu viens de dire. Et on commence à avoir un peu plus les automatismes. Bien sûr que oui, c'est les automatismes tactiques. Bien sûr qu'on a beaucoup de choses à travailler, beaucoup d'axes de travail qu'on peut améliorer. On est en train de les faire. Mais les joueurs, ils sont plus à l'aise dans les comportements sur le terrain. Et puis raconte-nous quand même ce premier match que tu as vécu quand tu es arrivé à Chambéry, au Phare. C'est quand même une belle salle, c'est quand même grandiose cette salle, faut le dire. Oui, c'est incroyable. Non, vraiment, c'est rien à voir avec presque aucune salle de la Ligue. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont cette chance. Des fois, c'est un peu... Il y a les deux faces, parce que normalement, quand tu joues à la maison, toi, tu es dans une ambiance incroyable, et donc la motivation, ça va très vite. Et quand on va à l'extérieur, habitué au Phare, il faut faire un travail de plus pour pouvoir rentrer dans les matchs, on va dire, dans l'activité qu'on doit rentrer. Mais de toute façon, les premiers matchs, c'était vraiment spécial. En plus, on a gagné, parce qu'il faut pas oublier, on a bien commencé, mais après ça a tout changé. Et vivre ça, c'est vraiment bien. Et après, presque tous les matchs, j'ai la chance de pouvoir vivre ça, tous les matchs à la maison, avec les supporters, que n'importe quel, ça passe pendant les matchs, ou que ça passe pendant la semaine. Et ils sont là, ils sont en train de nous encourager et nous aider. Et même quand on sort de là, ils sont tous là pour nous aider. Ils sont vraiment bienveillants dans notre travail, et avoir ça tous les week-ends, on fait ça que deux, c'est vraiment quelque chose qu'il faut donner l'importance, parce que ça passe pas dans tous les contextes. Tout à fait. Pour la petite histoire, le premier match l'année dernière, c'était contre Cesson. Et toute la semaine, on en a parlé, parce qu'il se trouve qu'Assir n'avait jamais battu Cesson avec Frontina. Un an après, on peut en parler, mais c'est vrai que toute la semaine, c'était arrêtez. Enfin, on n'en parlait pas trop, et ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai. Mais voilà, pour la petite anecdote. Une belle rentrée en matière, effectivement. Baptiste, parle-nous effectivement des grands projets pour l'année 2025-2026, pardon. Et Dieu sait qu'il y en a. Il y a eu dès la fin de saison dernière d'ailleurs, certains projets ont été mis en place. Dis-nous un peu plus. Des beaux projets d'ailleurs.
Oui, alors déjà, comme le disait Assir, on a vécu une année une saison dernière qui était au-delà d'être spéciale, qui était assez compliquée sportivement parce que on a tout de suite eu pas mal de blessures et puis on a enchaîné. Le calendrier a fait qu'on a joué des équipes sur lesquelles on a buté, alors que peut-être au complet ça serait un peu mieux passé. Donc on s'est rapidement mis dans le dur et puis l'extra sportif avec tout ce qui s'est passé autour. Donc déjà il a fallu aussi sur l'équipe première et sur les pros continuer la structuration, tu parlais tout à l'heure d'adaptation de projet de jeu et tactique, mettre des joueurs aussi qui correspondaient un peu plus à ce que Assir voulait faire au profil exactement, des profils plus adaptés. Donc ça a été déjà en fil rouge toute l'année dernière, le gros travail. Le centre de formation a continué parce qu'on a vraiment des très bons jeunes. Donc on a très bonnes pépites. Continué d'être attractif et de faire venir les 3 recrues qu'on a. C'est Jean Barada qui est le gardien de l'équipe de France U17 et Djibril Ouattara qui est un ailier gauche qui arrive de Paris, qui est aussi sur les tablettes sur le poste en équipe de France. Donc ça, c'était consolider cette partie formation qui pour le coup est plutôt performante. Et puis la grande nouveauté, c'est l'intégration de la team Chambé féminine, anciennement la mode Servolex, le SHBC. Donc c'était le gros travail qui s'est finalisé pendant l'été, mais qui était depuis quelques mois sur la table et sur lequel on a travaillé en coulisses avec Emmanuel Clocher, le président, et toute son équipe. Donc on l'a plutôt bien amené. Ce dimanche, c'est la première réalisation officielle de ce projet-là avec les filles qui joueront en levée de rideau au phare. Avec la fameuse fête du handball. Une des premières fêtes du handball. Effectivement. Mais oui, c'est vrai qu'on a passé un bel été. Donc l'intégration de cette team Chambé féminine où l'objectif c'est de rapidement essayer d'aller côtoyer les deux premières divisions du handball français. Après, on sait que c'est quand même un championnat qui est très relevé. Le chemin est long, mais tout de suite, on a pu voir que dans le recrutement, l'attractivité de la team Chambé a fait que les recrues étaient beaucoup plus emballées avec ce projet de montée, là où le SHBC plafonnait peut-être un petit peu en restant sous l'égérie la mode Servolex. Donc ça a été fait en bonne intelligence de tous les côtés, de toutes les parties, que ce soit le leur, la team Chambé, les institutions aussi et les collectivités. Donc on espère que toutes les bases sont posées, il y a plus qu'à, et on espère que ce sera une grande réussite. C'est génial, d'autant plus que le parcours en Coupe de France du club de la Motte des filles a été époustouflant. Et donc je pense que finalement les planètes se sont alignées, que ça soit pour vous et pour elle, entre guillemets, en tout cas pour le club. Mais je trouve ça juste génial. Et une nouvelle fois, je dirais, la team Chambé, elle est précurseur, elle est présente à nouveau dans ce qui se fait de mieux au niveau handballistique national. Une nouvelle fois, la team Chambé, c'est un marqueur important parce que vous répondez présent et dès le début. Voilà, finalement, vous êtes toujours en leader et ça, c'est génial, quoi. Je voulais parler un peu de l'importance de la Coupe de France. Tu parlais de saison compliquée. On a vu que la saison dernière, ça a quand même, entre guillemets, sauvé votre saison, ce beau parcours, malgré qu'il s'arrête en demi-finale. Quelle importance vous allez mettre cette saison sur la Coupe de France? On a vu que prochain tour, vous allez tirer Toulouse. Et c'est vrai que ça a quand même donné du sourire, nous, quand on en parlait l'année dernière, tout au long de la saison, pour nous remotiver, pour nous dire que Chambéry s'était quand même maintenu très largement en fin de saison. On avait vu un autre visage sur cette fin de saison, et on voulait savoir l'importance que ça va être encore cette année de parcourir très loin en Coupe de France. Je laisserai Assir parler de la Coupe de France après, mais disons que les objectifs du club, c'est Chambéry aujourd'hui, c'est un club qui doit être sur la scène européenne. Ça, on le sait, on se cache pas. On sait que c'est de plus en plus compliqué avec un championnat qui est de plus en plus relevé. Et c'est une opportunité. Mais la Coupe de France, c'est le chemin le plus facile d'y aller, le plus rapide. Disons pas le plus facile, mais c'est-à-dire que un titre en Coupe de France, voire même une participation en finale, pourrait potentiellement être qualificative sur la Coupe d'Europe. Donc aujourd'hui, la Coupe de France, c'est un 16e de finale contre une équipe de Pro League qu'on a joué contre Ponto, et tout de suite après, c'est 8e, quart demi. Donc c'est vraiment le moyen le plus rapide, qui est pas forcément le plus simple, parce que on sait qu'à un moment donné, il faudra faire au moins 1 voire 2 exploits en sortant les 3 grosses écuries
dans l'ordre que vous voulez, Paris, Nantes, Montpellier, Nantes, Paris. Ils seront là, quoi. Mais à un moment donné, on sait qu'il faudra faire un exploit. Mais l'année dernière, on a peut-être 2 à faire. Voilà, ouais, c'est ça. L'année dernière, il y en avait 2 à faire. Donc en fonction des années, si on prend 2019, il y avait eu. C'était la bonne. Il y avait eu Montpellier en demi. Ouais. Et il y avait eu Nantes en quart de finale, mais c'était pas encore le grand Nantes d'aujourd'hui. Mais c'est sûr que c'est le moyen le plus rapide, et ça reste toujours un objectif, surtout quand on s'appelle Chambéry, surtout quand on peut proposer comme le 12 décembre un 8e de finale au Phare. Donc oui, c'est toujours dans un coin de nos têtes. Est-ce que c'est un bon point aussi, juste le fait que les matchs soient vraiment espacés, après ce match face à Toulouse, si vous passez, est-ce que c'est un bon point que les matchs soient espacés en Coupe de France, où on a vu qu'elle s'étale vraiment à partir de août jusqu'à mai, donc est-ce que c'est un bon point pour l'équipe? Oui. Parce que la dynamique peut peut-être s'échapper avec tous les matchs en championnat qu'il y aura entre ces 2 matchs de coupe. Non, et à la fin, c'est 2 différents championnats. Quand il va arriver la date, on verra comment on est, si on est mieux, si on a plus d'effectifs, si on a plus de blessés. Donc, qu'est-ce que ça passe, par exemple, cet week-end, il va rien avoir avec les matchs qu'on va jouer les 10. Après, pour ajouter un peu sur la réponse, la coupe pour nous, l'année dernière, ça a été un peu les points d'inflexion de l'équipe pour pouvoir faire la deuxième partie de la saison qu'on a fait. À niveau des points, on était 5e, 4e, 5e, je pense, dans la deuxième partie de la saison. Et on allait à Nîmes, Limoges pour gagner, pour pouvoir rentrer dans les postes européens. Et ça a commencé contre Chartres, ici à la maison, dans les quarts de finale. Les problèmes pour nous, non, dans les 8e, je pense, c'était 8e. Le problème pour nous, c'était que les quarts et les demi, on a joué à l'extérieur. Donc la sensation, je pense, peut-être des contextes autour de l'équipe, ça n'a pas été, les Chambéry, il est arrivé à demi-finale, parce que les supporters, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir voir les matchs. Mais oui, c'était un bon parcours. Il nous a aidé énormément pour développer les projets, pour donner de confiance aux joueurs, qui ont été dans les bons chemins, mais peut-être les résultats, ils sont pas les résultats qu'on voulait. Et avec un peu moins de pression, parce que même si c'est un chaos, si tu perds, tu continues pas. On sortait un championnat où on était 13e, dans un moment compliqué. Et on jouait pas des points, on jouait pas la vie, entre guillemets. Donc, je pense que ça, il nous a lâché, il nous a laissé un peu plus tranquille pour pouvoir produire l'emballe qu'on avait. Et avec ça, on a pu enchaîner des bons matchs. Donc, on espère cette année faire les mêmes. Hein. C'est la coupe, c'est pareil important que la Ligue. On n'a pas un championnat d'Europe, donc on n'a pas 10 000 compétitions pour choisir. Donc chaque match, on va essayer de les prendre. Ouais. Non, c'est juste si je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, un des matchs bascule aussi, c'est le quart de finale à Dunkerque, où on attaque justement le premier match au mois de février, où on part en déplacement et on sent l'équipe c'est une autre compétition. Donc on est 13e en championnat. Ouais, donc ça sert aussi dans le sens inverse. Exactement, et l'équipe aborde le match de manière totalement différente, parce que y a pas de points, il y a pas de c'est pas un match c'est un match qui nous sort de ce qu'il y avait au quotidien et qui permet de faire la bascule, tout en sachant qu'une fois qu'on a gagné ce match à Dunkerque, on a ressenti l'équipe en prise de confiance, justement, d'avoir gagné à l'extérieur, d'avoir là aussi on n'arrivait pas forcément à concrétiser à l'extérieur. Et ça peut être aussi un moyen de, justement, une plus-value pour la suite de la saison. Vous avez déjà tout connu dans ces 3 premiers matchs du championnat, la victoire, la défaite et le nul. Qu'est-ce que vous ressortez en positif et en négatif de ce début de saison, sur le terrain, sur le parquet? Ouais, il y a beaucoup de choses positives à voir. Déjà, c'est la continuité, mais pas sur les 3 matchs. Bien sûr que c'est les matchs qui sont les importants, c'est la compétition, mais c'est les mêmes sensations, les mêmes comportements qu'on avait pendant la prépa. Donc là, c'est important, parce que des fois, tu peux faire des prépas et qui tu as des bonnes sensations, que tu penses qu'on va bien, ça commence la compétition et ça change un peu. Et nous, on a eu la continuité, mais on part des 3 matchs, on oublie Ponto. Ponto, c'était un match important pour nous aussi. On allait à
la maison d'une équipe Euroleague qui normalement il va jouer le premier poste de cette année. Au moins, c'est l'objectif du club, c'est 3-4. Donc là, on a fait un match où on a maîtrisé les 60 minutes et là, on nous a donné un peu la idée qu'on était sérieux, on était bien défensivement, on était une équipe très compétitive parce qu'après on a vu pas mal de surprises par tous les côtés. Et après on a enchaîné avec Nantes. Et bien sûr, c'est Nantes, il a un peu plus de lumière. C'est dans les phares, c'est les primaires. Et tout le monde il pensait qu'on allait gagner la ligue. Et après les matchs contre Nantes, donc il faut calmer tout le monde. Mais c'est pareil, c'est la sensation, les comportements des joueurs, à niveau défensif, à niveau du travail qu'on fait pendant la semaine, qu'on les voit, et on est capable de les mettre sur le terrain. Et Dunkerque, c'était un peu les matchs plus compliqués, je pense, parce que pour la tête, on va en équipe qu'on sait, pas qu'on doit gagner, mais qu'on doit maîtriser, ou peut-être des 10 fois, on va devoir gagner plus de fois que Nantes. On vient de faire un match nul, mais les mieux, c'est que lundi après de Nantes, l'équipe il était focus, il a travaillé comme si on n'avait rien fait, et là on a commencé à gagner à Dunkerque. Donc les plus positifs que j'ai pu voir, c'est vraiment les comportements des joueurs pendant toutes les semaines, et qu'après on arrive à les montrer sur les week-ends. Et après négatif, on n'a pas les joueurs qu'on voulait utiliser, on n'a pas tous les joueurs, donc on a moins de rotations et on doit contrôler un peu les charges physiques pour pas rentrer dans un moment comme on est maintenant, qu'il y a 4 matchs importants. On va enchaîner Toulouse, Limoges, Saint-Raph, Aix, des équipes comme ça, et pouvoir tenir et pas perdre plus des joueurs pour les schémas. Mais sinon, jusqu'à présent, on peut être avec tranquillité, mais on peut être content. Mais ça va être maintenant dans les prochains mois qu'on va voir au moins le début des saisons où on va se placer. C'est vrai qu'effectivement, cette saison, on ressent, enfin en tout cas en ce début de saison, on ressent un groupe, effectivement, comme tu le disais, Assir, un groupe assidu, calme, posé, qui travaille, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça bosse, la team Chambé, on sait que ça bosse. Mais en tout cas, c'est plutôt plaisant. Et puis forcément, des nouvelles recrues, une certaine nouvelle dynamique, un nouveau vent de fraîcheur. Ça aussi, je pense que c'est important. Je pense que ça mélange. Je pense que les joueurs anciens, ils sont beaucoup travaillés pour, on va dire, montrer aux nouveaux les contextes. Et après, les nouveaux, ils sont amenés des autres qualités, des autres personnalités pour les groupes. Donc c'est quelque chose que c'est pour les deux côtés, et on arrive à ces moments à avoir un vidéogroupe très intéressant, mais on est en équipe de handball, donc le plus important c'est que ça peut voir pendant le travail, ça c'est le plus important, qu'il y a ça commence à avoir des leadership et des joueurs qui ils peuvent peut-être dans l'entraînement entre guillemets s'écrier, mais qu'en 2 minutes, ils sont en train de discuter, de parler tranquillement. Donc ça monte l'intensité, les rigueurs. Donc ça, c'est un peu l'idée on avait tous, et surtout les clubs, et avec moi, pour donner un peu plus des changements, d'intensité, d'autres choses au groupe. Et pour l'instant, on est en train de les voir. Mais bon, comme on a dit, c'est que 3 matchs, et il reste tout encore. Bien sûr. Je voulais prendre l'exemple de la première mi-temps face à Nantes qui est très solide, et je voulais faire un petit parallèle avec le foot, notamment avec le Vélodrome. Quelle approche vous avez avec les joueurs pour que justement le public du phare soit le 8e homme et vraiment emballe la rencontre et permette à Chambéry d'être une meilleure équipe dans les premiers instants, et puis surtout essayer de le garder sur tout le match, parce que c'est ça aussi qui fait qu'il y a nul à la fin. Voilà, quelle est votre approche avec les joueurs par rapport à ça? Alors déjà en amont, sans parler vraiment d'approche de match, c'est les profils, on parlait tout à l'heure. Si on prend l'exemple d'Elios Amit, meilleur buteur de Pro League qui arrive, on sait que c'est un caractériel, c'est quelqu'un qui va
va se fondre. Il est là aussi pour faire lever le phare, et avec sa grinta et avec tout ce qu'il dégage, cet esprit un peu, ou Emilien Perronnet par exemple. Oui, tout à fait. Le local de l'étape. Voilà, le formé au club. Ouais. Déjà, ils amènent ça de base par leur personnalité. Donc ça aussi, c'était des choses importantes. Et puis après, comme le disait Assir, les anciens aussi conditionnent un peu tout le monde et sont garants de prévenir, de préparer. Et puis tout le monde commence à connaître la réputation du phare, où les nouveaux joueurs, ils savent à peu près où est-ce qu'ils arrivent, que ça va être chaud, qu'on avait en amont aussi fait venir la saison dernière Roberto Rodriguez, le gardien, et André Souza, le demi-centre, sur le match de Nantes d'ailleurs, le dernier match nul. Donc ils avaient découvert l'ambiance du phare dans les tribunes. Je les avais à côté de moi dans la tribune, et ils avaient les yeux écarquillés en se disant c'est un truc de malade. Ouais, c'est énorme. Mais donc c'est de les préparer déjà en amont en fonction des profils, les mettre dans de bonnes conditions en amont, et puis après je pense que sur un match comme Nantes, il n'y a pas besoin de faire grand chose entre guillemets. Le joueur qui n'est pas motivé pour jouer Nantes au phare en ouverture de la saison, il n'a pas sa place. Il faut qu'il fasse autre chose. Ça. Donc c'est presque le plus facile, je pense, pour le staff et pour le club, de maintenir les joueurs concernés dans ce genre d'ambiance et dans ce genre de match. Tout à fait. Et j'imagine que c'est une vraie plus-value quand on est coach. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on est coach, bien forcément avec une salle comme le phare, une équipe évidemment qui travaille dur, et puis un groupe qui vit bien, forcément à partir de là, on a déjà avec des belles valeurs, bien sûr, on le sait, la team Chambé a toujours été garant de belles valeurs, déjà de par le passé, avec je pense aux frères Gilles et tant d'autres, Daniel Narcisse et tant d'autres, effectivement, Cyril Dumoulin et plein de champions effectivement qui sont un petit peu toujours là, effectivement, qui veillent un peu à ce qui se fait toujours au phare finalement. Et c'est aussi ça l'ADN de la team Chambé, c'est que les anciens, les piliers, les grands mentors qui sont passés par le phare, par la team Chambé, ils sont toujours là, je pense, à distance, à suivre ce qui se fait, et c'est aussi ça la team Chambé. Ouais, il y en a plusieurs alors on a déjà ceux dans le vestiaire qui sont garants de tout ça, Pierre, Kedo, Yossou, par exemple, qui intègre les nouveaux joueurs. Et puis après, on a toujours les anciens. On sait qui passent régulièrement, en plus de ceux qui font partie du staff. Bien sûr, par exemple, Benjamin Gilles est le kiné du centre de formation. Mais on a souvent des Cédric Paty qui est pas bien loin non plus, et tous ces joueurs-là, Guillaume Gilles aussi, restent pas très loin du club, et on les sollicite de temps en temps, parce qu'on sait que c'est des personnes qui veulent le bien de ce club, parce que je pense que comme tous les joueurs, ils sont tombés aussi amoureux de ces couleurs jaune et noir. Ouais, donc ils sont jamais bien loin. Des grands techniciens, effectivement. Eh bien écoutez, merci messieurs, vraiment merci la team Chambé, Baptiste, Assir, d'être venus ce soir nous présenter, nous parler, du club, mais surtout de cette nouvelle saison, avec une belle dynamique. En tout cas, on vous le souhaite, qui est bien partie. Dimanche, forcément, le grand rendez-vous au phare, la fête du handball. Ouais, c'est ça, 14h30 les filles de la Nationale 1, et 17h le match de l'équipe première contre Toulouse. Ça promet. Effectivement, pour continuer de transformer l'essai devant son public, il n'y a pas de doute. En tout cas, on sait que la team Chambé est prête. Elle n'attend que vous, chers supporters. Donc, en tout cas, encore un grand match qui promet. Merci, messieurs, infiniment. On vous souhaite une très belle saison. Et puis à très vite, en tout cas. Merci à vous pour l'invitation. À très vite. Merci beaucoup. Driss, c'est à toi avec une page foot pour commencer, et notamment l'Olympique lyonnais. Exactement, on va commencer avec l'OL. Après un début de saison tonitruant, 3 matchs, 3 victoires. L'OL s'est incliné au Roison Park avec un match assez mitigé, parce que on a eu une première mi-temps vraiment de leader de la part de l'Olympique lyonnais, avec notamment l'ouverture du score de Corentin Tolisso de la tête. Malheureusement, à la 75e, il y a eu l'exclusion de Morton, d'un geste un peu inutile, mais j'ai trouvé ça jugé très sévèrement par l'arbitre, parce que c'est souvent les fautes qui arrivent, notamment en handball, c'est couper une contre-attaque, choper l'adversaire pour couper un peu cette dynamique, et l'arbitre a un peu jugé ce geste un peu délicatement. C'est vrai que c'était un croche-patte un peu loin, donc forcément quand c'est derrière, on a un peu un jugement différent. Mais de l'autre côté, il y a eu une énorme faute du joueur René Roualt, qui a été jugé par la VAR.
Et en tout cas, il y a rien eu, alors que c'était une vraie semelle sur le jeune Mera, qui était d'ailleurs titulaire avec l'Olympique Lyonnais à seulement 18 ans. Voilà, ça a été, ça a créé une vraie polémique d'avoir ce geste-là sur un jeune et qui a pas été réprimandé. Donc voilà, ça a été jugé par la planète foot française très bizarrement. Et puis surtout, ça coûte la fin de match à l'Olympique Lyonnais, qui perd ensuite 3-1 avec 3 buts en 15 minutes, ce qui leur rendent complètement KO sur cette fin de match. Et on n'avait pas vu un Lyon aussi faible, aussi vulnérable depuis ce début de saison. Mais ils ont bien réagi à la maison, au Groupama Stadium face à Angers, qui est une équipe aussi qui marche bien cette saison, qui un peu refuse le jeu, mais qui a des vraies ambitions de rester en Ligue 1 cette saison. Donc ça, c'est quand même un bon point. Il fallait jouer une équipe qui joue bloc bas pour l'OL. Franchement, c'est primordial en Ligue 1 de savoir jouer des blocs bas. On a vu l'année dernière, le Paris Saint-Germain était une vraie locomotive pour exercer ce genre de choses, et puis voilà, trouver un peu de profondeur, histoire de lancer des joueurs comme Malik Fofana aussi, qui ont un potentiel fou pour trouver ces espaces. Voilà, une victoire avec le but de l'Américain Tezman. L'OM est 3e ex aequo avec Monaco 1er avec 12 points. Le prochain match, c'est ce soir, c'est le début de leur campagne européenne face à Utrecht, pardon, c'est un peu un nom compliqué de Pays-Bas. Mais voilà, ça va être aussi un peu l'interrogation de cette saison en coupe en Europa League, parce que j'en parlais il y a 2 jeudis, c'est vraiment le fait d'avoir beaucoup moins de densité cette saison de la part de l'Olympique Lyonnais. On va pas rappeler tous les problèmes financiers qu'ils ont eu cet été, mais il va falloir trouver un juste milieu pour que l'OL justement soit une équipe compétitive, puisse s'enchaîner. Trouver ce juste milieu pour avoir une bonne dynamique. Et puis on a vu que le tirage des 8 matchs était pas si compliqué que ça, donc on pourrait jouer les 8 premiers, et je pense que ça pourrait être une belle saison pour l'OL. Et puis pourquoi pas ensuite en phase finale aller chercher une perf. On a vu qu'en Europa League les équipes françaises avaient eu des beaux parcours ces dernières années. Et puis le tableau est favorable, donc let's go. Parfait, le FC Annecy. Alors le FC Annecy qui remporte ce derby de Rhône-Alpes et plonge encore un peu plus le GF38 dans la crise. Quelques jours plus tôt, il y a eu le match face à Reims, qui s'est soldé sur un match nul. Annecy avait pourtant ouvert le score très tôt dans la rencontre, juste avant la mi-temps, et ils ont tenu toute cette seconde mi-temps, mais ont craqué dans les derniers instants. Malheureusement, on a vu une équipe qui commençait à reprendre des couleurs. Escalès avait notamment arrêté le penalty de Teddy Thomas, qui était très mal tiré, et puis malheureusement dans les dernières secondes ils ont craqué, concédé ce match nul. On rappelle le FC Annecy qui joue à Dijon, au stade Gaston Gérard, donc c'est aussi un peu compliqué pour l'équipe. Il y a très peu de public malheureusement, mais on espère qu'ils arriveront à gérer cette séquence où il faudra quand même prendre des points, même si pas forcément de match à domicile en ce début de saison. Et puis on replongeait directement dans une performance très décousue à la maison face à Nancy, avec une défaite 2-1. Et voilà, on a retrouvé un peu ces péchés que l'équipe avait en ce début de saison, et surtout en prépa, où il n'y avait pas de temps fort sur 90 minutes, et on subissait énormément les assauts des adversaires. Il faudra Annecy tout de suite de relever la tête, parce qu'on a vu que le début de saison l'année dernière était très très important, et permettait de jouer les premiers rôles, et surtout une place de barragiste en fin de saison pour pourquoi pas monter en Ligue 1. Eh oui, ça serait historique. Une page basket avec le ex-Maurienne Savoie Basket. Le ex-Maurienne Savoie Basket fait 1-2 face à Roanne. Victoire en Coupe de France. Donc, si j'aurais pu choisir une victoire, je pense que c'était en Coupe de France, parce que on se fait éliminer dès le premier tour, sachant que le tirage n'était pas simple. Roanne, c'est une équipe qui est très compliquée à négocier. On avait vu le match l'année dernière au Phare, où on avait réussi à gagner ce match dans le dernier quart-temps. Et je pense que c'est mieux de prendre ce match quand même à Coupe de France, et du coup à chuter sur le même parquet de +5 face à la même équipe. Donc c'est aussi un bon point de faire match égal avec Roanne, qui est une équipe très solide de Pro B. Maintenant, je pense qu'il faudra encore enchaîner. Je pense que c'est important de prendre ce match en Coupe de France, parce qu'il y a un parcours devant.
Et je pense qu'on peut avoir des ambitions en Coupe de France, notamment grâce au handball prends un exemple sur le handball qui l'année dernière a fait vivre cette saison grâce à ce parcours. Prochain match d'Aix à Marlieux, c'est demain face à Adablois dès 20h, donc on espère qu'il y aura du monde et on pourra lancer cette saison en championnat. Et oui, tout à fait, que l'on va suivre de très près. Du rugby avec les Chambériens du SOC Rugby. Début très mitigé cette fois-ci pour le SO Chambéry, 2 victoires, 2 défaites. Le groupe a bien géré les 2 matchs à domicile au stadium, mais beaucoup moins les déplacements, notamment à Albi et à l'Olympique Marcois. 2 défaites de très peu malgré tout. Il reste sûrement des détails qu'il fallait gérer peut-être pendant la pré-saison, mais voilà, on a ce début de saison qui nous laisse le temps et pour redevenir un peu l'équipe ultra dominante qui était le SOC la saison dernière. Le SOC reçoit Rennes demain à domicile. On attend encore beaucoup de monde comme tous les vendredis au stadium. Forcément. Et enfin, le handball avec la célèbre Team Chambé. Alors, on a un peu résumé tous les dernières rencontres et ce début de championnat, donc on va parler des prochaines rencontres. Prochaine rencontre, du coup, le dimanche face à Toulouse avec cette réception d'une équipe qui est juste derrière nous à 1 point, 2 moins, qui a eu un début de saison compliqué avec seulement 2 points. Donc, il faudra en profiter au phare. Et puis, le tirage, on en parlait. Ce sera mardi, c'est ça? Non, le 20, pardon. Non, c'est le mercredi 12 décembre, normalement, face à Toulouse. Encore, c'est ça. Donc, on espère de passer un tour et puis aussi avoir ce beau parcours en Coupe de France qui fait autant vibrer la team Chambé. Et bien évidemment, là aussi on suivra ça de très près. Merci Driss pour ton expertise concernant les résultats de nos clubs. Les amis, merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle édition de 9-2-1 Partez décidément. Driss, un grand merci à toi, j'ai pris énormément de plaisir à animer cette nouvelle émission. Désormais la saison est lancée, c'est donc notre 2e émission et on se retrouve dans 15 jours, même heure, même endroit. Nous vous souhaitons une très belle soirée à tous et à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac 92.1 FM. Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble sur le 92.1 et en DAB.